120 ans d'existence, 100 ans du prix Nobel d'Elie Metchnikov, père de l'immunologie, et 25 ans de la découverte du VIH, l'Institut Pasteur célèbre cette année 3 anniversaires majeurs. L'occasion pour nous d'évoquer son fondateur, Louis Pasteur, peut-être le savant le plus célèbre de l'histoire. Personnage charismatique, adulé mais aussi critiqué, et qui suscite toujours aujourd'hui les passions comme les vocations. Sur les traces de Louis Pasteur, c'est tout de suite en fugue. Pasteur, un nom qui rayonne aujourd'hui dans le monde entier. On lui doit bien sûr le vaccin contre la rage, la pasteurisation, la découverte des micro-organismes, autrement dit la microbiologie. Cette grande aventure scientifique de Louis Pasteur, eh bien, elle commence ici, à Dole, dans ce Jura où il est né et auquel il restera toute sa vie très attaché. Depuis ses vignes d'Arbois jusqu'à l'école Émile Biot de Poligny, nous reviendrons sur cette découverte qui porte son nom, la pasteurisation. Au musée Pasteur, nous découvrirons l'homme qui se cache derrière la légende, un Pasteur qui ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques d'hier et d'aujourd'hui. Enfin, l'Institut Pasteur nous ouvrira exceptionnellement ses portes. Nous verrons comment l'Institut poursuit toujours et encore l'œuvre de son fondateur. Philippe Brugnot, vous avez consacré votre thèse en médecine sur Pasteur. Alors, qu'est-ce qui vous passionne autant dans ce personnage ? Bien, c'est le côté du savant universel qui, en fait, est très attaché à son terroir arboisien. Et je peux vous dire, ça date de nombreuses années, parce que j'avais 10 ans. À l'autre bout de la France, j'ai vu une rue Pasteur. Et je me suis dit, s'il y a une rue Pasteur à l'autre bout de la France, c'est preuve que ce personnage est vraiment très important. Et en fait, on avait à Arbois la maison de Pasteur. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches dans les archives et à travailler sur ce personnage, dont j'ai découvert la rigueur scientifique, ce côté travailleur infatigable. Et puis c'est lui qui a ouvert l'ère de la médecine moderne quand même. Alors justement, lui n'était pas médecin. Non, il était biologiste et chimiste. Et il a débuté ses études au petit collège d'Arbois. Comment était le jeune Pasteur? Est-ce qu'il s'est passionné très tôt pour les sciences? C'était un élève plutôt moyen, mais il avait un don d'observation poussé parce que Pasteur a portraituré notamment ses parents et des bourgeois d'Arbois, des commerçants. Et un don doué? Très doué, parce qu'il y a un don d'observation, une précision dans les portraits. Et puis les sciences vont l'appeler, hein. Il va quitter Arbois pour... Il va s'en éloigner effectivement, élève à l'école normale supérieure, professeur à Strasbourg, doyen de la faculté des sciences de Lille, et il redevient directeur des études scientifiques à l'école normale, mais il a toujours ce lieu fidèle qui est cette maison pour les vacances. Alors justement, cette maison Pasteur où nous sommes, est-ce qu'elle est le symbole de cet attachement? Bien entendu, c'est la seule maison qu'il ait possédée en propre, parce qu'avant, durant sa vie, Pasteur était attaché à des logements de fonction, et c'est vraiment cette maison qui était le lieu de ralliement pour toute la famille. C'est lui qui en a conçu l'agrandissement et qui a conçu ce laboratoire. Ces recherches sur les générations spontanées marquent un tournant dans c'est le début d'une grande carrière, c'est vrai, parce que avant Pasteur, on imaginait qu'on ne pouvait avoir la vie sans rien, en fait, si on veut. Un chiffon sale avec du blé pouvait donner une souris, donc c'était la génération spontanée. Pasteur, lui, a proposé l'existence de germes dans l'air. Et il a donc fait plusieurs expériences, différentes altitudes, montrant la concentration de germes dans l'air. Il a utilisé, et on a encore des ballons, c'est ce type de ballon, avec un bouillon donc, qui pouvait se troubler lorsque les microbes pénétraient. Donc lorsqu'on ouvre le ballon, les microbes pénètrent et le bouillon de culture se trouble. Et on a même ici un ballon dit à colle de cygne. Le liquide est très clair.
Le ballon est ouvert, mais les microbes, mécaniquement, sont retenus dans le col de cygne et donc ne peuvent pénétrer dans le bouillon pour le troubler. Pasteur avait dompté les microbes avec un tel ballon. Demandez le petit moniteur de la santé. Premier numéro de février 1886. Une nouvelle maladie défie les spécialistes. La microbiomanie. Est-elle microbienne? Est-elle sexuellement transmissible? Demandez l'hebdomadaire de la médecine, de l'hygiène et de la science. C'est Madame Chapuzot qui a effaré chez son docteur. Venez vite, docteur, ma fille se tord, je crois qu'elle a le choléra. Ah, vraiment? Oui, vous comprenez, c'est en mangeant des fruits. Elle a avalé un crabe. On dit un microbe, Madame Chapuzot. Pensez donc, quand on est dans ces états-là, ça doit être un crabe tout entier. Demandez l'hebdomadaire de la médecine, de l'hygiène et de la science. Monsieur Pasteur, déjà battu par le docteur Robert Koch dans la course aux crabes, dans la course aux microbes du choléra, sera-t-il encore battu d'un court bâtonnet par le même docteur Robert Koch dans la course aux crabes, aux microbes de la tuberculose? Pasteur a eu 3 laboratoires à Arbois, un sur les maladies du vin, un sur les fermentations, et ici, dans les années 1880, où il travaille sur les fermentations et également sur la vaccination. Il faut savoir quand même que Pasteur, la plupart du temps, était à l'école normale, dans son laboratoire, mais pour les vacances, c'est ici qu'il travaille. On dit même qu'il travaillait plus à Arbois qu'à Paris, parce qu'à Paris, il y avait toujours les séances aux académies des sciences, de médecine, il était toujours très occupé à l'extérieur. À Arbois, c'est vraiment le temps du travailleur infatigable, et il travaille notamment sur la vaccination. Ça, c'est très important. Vaccination contre le choléra des poules, contre le charbon du mouton, contre le rouget du porc, et en 1882, il organise ici, pendant ses vacances, une petite fabrique de vaccins. On a ici un échantillon encore conservé de l'époque. Ces vaccins, donc, c'était son neveu Adrien Loire qui les préparait, et ils étaient envoyés dans des petites boîtes à tous les vétérinaires de France. Mais Pasteur va s'intéresser également aux maladies qui touchent les humains. C'est la rage. Ça a été vraiment le couronnement de Pasteur, la rage, parce que c'était une maladie terrifiante et il y en avait des traitements complètement farfelus. Il y avait également la cautérisation et ça a augmenté encore le côté terreur parce que brûler les plaies, c'était vraiment quelque chose d'abominable. Et la rage, Pasteur a travaillé beaucoup à son laboratoire de l'école normale, mais à Arbois, il se faisait envoyer des échantillons de sang rabique ou de cerveau rabique, c'est-à-dire atteint de rage, bien entendu. Et on retrouve encore, et c'est noté dans le cahier de laboratoire, l'arrivée de cet échantillon avec les petites pipettes de sang. Et Pasteur, bien sûr, observait au microscope ces échantillons. Alors, c'est extraordinaire parce que les microscopes, c'est pas plus que ce qu'on pourrait acheter à un enfant aujourd'hui. Ils grossissaient vraiment pas beaucoup. Pasteur avait toujours 2 microscopes pour travailler efficacement. Et quand il les utilisait pas, eh bien, il le protégeait toujours contre les microbes par une cloche. Et Pasteur, on va dire, a découvert le vaccin contre la rage sans jamais avoir vu le virus rabique, parce qu'il a été visible qu'en 1963 en microscopie électronique. Donc ça, c'est l'intuition géniale de Pasteur, donc de découvrir un vaccin sans voir vraiment le microbe pathogène. Dès l'âge de 46 ans, il est atteint d'une hémiplégie gauche, paralysé, difficulté donc à se mouvoir et puis à parler. Mais cette volonté de travail, Pasteur disait toujours, le travail, il n'y a que cela qui amuse, eh bien, elle lui a permis de faire toutes ces découvertes. Vers 1888, alors que l'Institut Pasteur vient d'être créé, Pasteur est très fatigué, il arrête complètement ses travaux scientifiques et il laisse la place à ses élèves, Émile Duclos, Émile Roux, pour continuer donc tout ce chemin vers la médecine moderne et vers la médecine pour les hommes. Au XIXe siècle, les vignerons ne maîtrisent pas les méthodes de fermentation de leur vin et trop souvent, leur cuvée tourne au vinaigre. Et les maladies du vin ne vont pas laisser le savant indifférent. Nous sommes en 1864, dans l'arrière-salle d'un café de la ville d'Arbois. Les paysans qui viennent boire un coup sont quelque peu surpris de voir dans cette arrière-salle M. Pasteur, le nez penché sur son microscope, en train d'observer des mous de fermentation. Arrive M. Boileau. « Monsieur Boileau, dit Pasteur, chauffez-vous votre vin ?»« Comment, Monsieur Pasteur? Mais cela serait une amputation. »
Voyons, monsieur Boileau, en chauffant votre vin, vous arrêtez la fermentation, et ainsi votre vin pourra voyager, aller de l'autre côté de la Manche. Et ainsi c'est de l'argent à pleine brassée qui tombera dans les poches de nos amis arboisiens. La pasteurisation brevetée par Pasteur en 1865 va s'adapter à bien des denrées alimentaires et fait aujourd'hui encore partie de notre quotidien. La conservation des aliments est justement au cœur de l'enseignement à l'École nationale d'industrie laitière et des biotechnologies installée à Poligny. Cette école met l'accent sur les travaux pratiques. Ici, les élèves mettent la main à la pâte et fabriquent de la bière comme du fromage. Sébastien Roustel, voilà ce que l'on appelle un pasteurisateur. Alors comment est-ce que ça marche? C'est tout simple, on va avoir un produit ici, du lait en l'occurrence, on va le chauffer dans un système de plaques. Ce lait va être chauffé à peu près 70-75 degrés et on va le maintenir à cette température pendant un certain temps dans ces serpentins afin de détruire un certain nombre de micro-organismes, dont les micro-organismes potentiellement dangereux pour la santé humaine. Ce lait que vous avez pasteurisé, là, dans cet appareil, va servir à quoi? Alors ici, on a la chance de faire des produits au lait pasteurisé et d'autres produits au lait cru. Donc le lait pasteurisé va servir entre autres à fabriquer du yaourt, des pâtes molles, donc c'est des fromages type camembert. Et les fromages plutôt au lait cru, de type comté et morbier, eux ne sont pas traités thermiquement. Ici, autre ambiance, beaucoup plus scientifique. Alors, est-ce que l'esprit de Pasteur plane sur ce laboratoire? Alors, je pense qu'on peut dire oui, on est dans un laboratoire de biotechnologie, donc c'est la progression et la suite de la microbiologie. Où on va s'intéresser au développement des micro-organismes, savoir ce qui permet leur croissance ou au contraire ce qui les inhibe pour mieux faire développer leurs arômes, enfin les arômes produits ou les alcools, tous les produits de la dégradation consécutive au développement des micro-organismes. Et oui, qui dit micro-organisme dit Pasteur. Bien sûr, c'est Pasteur qui a quand même mis en évidence ce milieu de vie et qui a commencé à comprendre quels étaient les moyens pour les favoriser ou au contraire les défavoriser. Alors si on prend l'exemple du fromage, dans le cas des fromages au lait pasteurisé, la pasteurisation va détruire une partie des micro-organismes, on va donc en apporter de nouveaux afin de permettre le développement du fromage en fonction de ce que l'on souhaite avoir au niveau du produit fini. Dans le cas des fromages au lait cru, type comté ou morbier, c'est un petit peu différent puisque on ne va pas chauffer le lait. Et donc les micro-organismes qui sont naturellement présents dans le lait sont toujours présents dans le lait et on va en apporter d'autres pour orienter également certaines réactions. Donc au niveau résultat, on n'a pas tout à fait les mêmes arômes. On a dans les fromages au lait cru une diversité beaucoup plus importante, donc des arômes un peu plus fins, différenciés. On dit également qu'à force de consommer des produits pasteurisés, on va diminuer nos défenses immunitaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je serais un peu plus modéré sur ces propos parce que la pasteurisation ne détruit pas tous les micro-organismes. Elle détruit tous les micro-organismes pathogènes et une partie des micro-organismes dits utiles, mais il en reste toujours par la pasteurisation. Donc après ça, c'est l'expression, l'organisme qui va également supporter ou pas certains micro-organismes. Et dans notre tube digestif, les micro-organismes, il y en a plein. Donc par contre, si on parle de produits stérilisés, où là les micro-organismes sont absents, on peut en effet se poser la question. Alors à Ligne Bio, vous n'utilisez pas que le lait. Non, vous fabriquez bien d'autres produits. Voilà, on a plein d'autres produits dans lesquels on met en œuvre des micro-organismes. Donc il y a la bière, on fait du pain. L'exemple ici, là, on est sur de la bière avec des levures. On va essayer de comprendre comment se développent les levures et quels sont les liens entre le développement de ces levures et le goût, les arômes du produit. L'exemple de la bière en l'occurrence. 1870. L'Allemagne vient de battre la France par 3-0. Bacille du choléra, bacille de la diphtérie, bacille de la tuberculose. Et la bière allemande, la bière du Kaiser, la meilleure bière du monde. Insupportable pour Monsieur Pasteur. Mais Monsieur Pasteur est à Royat, près de Clermont-Ferrand. Et Monsieur Pasteur a de la chance. Nous avons de la chance. La France a de la chance. Car à Royat, il y a une brasserie. Et dans cette brasserie, il y a des mous de fermentation. Dans ces mous de fermentation, il y a de la levure. Monsieur Pasteur tue les levures, réensemence par de bonnes levures. Et la bière française deviendra la meilleure bière du monde. La bière de la revanche. Grâce à cette bière de la revanche, Monsieur Pasteur obtient sa première récompense nationale en 1874. Et grâce à cette première récompense nationale, Monsieur Pasteur va se payer une baignoire. La première baignoire de la ville d'Arbois. Une baignoire avec 3 robinets. Le robinet d'eau froide, le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau tiède.
Daniel Reichberg, est-ce que c'est pour démystifier Pasteur que vous avez imaginé ce cabaret Pasteur, ce spectacle? Démystifier, je crois que c'est pas vraiment le terme. C'est plutôt pour casser une image, celle du cliché qu'on a sur Pasteur généralement, parce qu'on est fixé sur quelques images de Pasteur, plutôt pour brosser ce qu'était la société française, l'album photo de la société française de son époque, qui est probablement plus riche que simplement le cliché dans lequel on a enfermé Pasteur. Vous avez étudié son œuvre, en tous les cas, au microscope, et certaines découvertes font tomber le savant de son piédestal un petit peu. Pareil, ça le met à côté de son piédestal d'une certaine manière. Par exemple, en 1884, un an avant d'expérimenter son vaccin sur Joseph Meister, contre la rage, il a envoyé une lettre à l'empereur du Brésil, Pedro de Alcântara. Il lui a demandé s'il ne pouvait pas lui prêter des condamnés à mort pour faire ses expériences. Et l'empereur du Brésil lui a répondu qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait commué la peine de mort en une peine de prison à perpétuité et qu'aucun des condamnés à mort n'accepterait de prendre le risque de se faire vacciner contre la rage. Donc d'une certaine manière, l'empereur était plus citoyen, comme on dirait maintenant, que le savant. Même plus humaniste. On est loin de l'image humaniste de Pasteur, effectivement. Mais en même temps, on est en 1884. Donc il cherchait simplement un concept qui s'appelle la rédemption sociale. Il proposait simplement aux condamnés à mort une sorte de rédemption sociale pour les crimes qu'ils avaient commis, en donnant leur corps à, je sais pas quoi, à la science ou à l'humanité à travers cette vaccination contre la rage. Si Pasteur est un génie, vous dites que c'est particulièrement dans le domaine de la communication. Expliquez-nous. Oui, alors moi qui suis professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, on le regarde avec presque au microscope, là pour le coup, parce que c'est assez extraordinaire de voir tout ce qu'il a fait dans le domaine de la médiatisation des sciences, comme on dirait maintenant, si on se permettait cet anachronisme. Il organisait des conférences populaires, il faisait des véritables conférences spectacles, il savait aussi entretenir des relations très particulières avec les journalistes, tentant de prendre leur place quand il disait des bêtises. Enfin, il avait un comportement multimédiatique, comme on dirait maintenant. Non seulement il travaillait la médiatisation des sciences, sa propre médiatisation, mais il était aussi extraordinairement médiatisé. On le retrouvait en caricature, on a retrouvé des pièces de théâtre un peu plus tard. Donc il a été vraiment l'objet d'un traitement médiatique extrêmement complexe, extrêmement varié, extrêmement riche. Si Pasteur demeure enraciné à Arbois, c'est à Paris qu'il fait une fulgurante carrière. Son élection à l'Académie des sciences en 1862 lui permet de gravir les plus hautes marches de la notoriété. Aujourd'hui, on ne compte plus les livres consacrés à Pasteur. Si certains encensent le savant, d'autres nous révèlent un Pasteur opportuniste et despote, à 1000 lieues de son image de saint laïque. Pour éclairer ces zones d'ombre qui entourent la vie du savant, rendez-vous au musée Pasteur avec le professeur Patrice Debré, auteur de la biographie Louis Pasteur. À l'origine de votre biographie de Louis Pasteur, Patrice Debré, il y a une véritable admiration pour ce personnage. Oui, Pasteur m'a intrigué, puis par la suite passionné, et puis au fil du temps est devenu pour moi un sujet continuel de réflexion au travers tous les éléments de ma vie professionnelle. Tout le monde connaît Pasteur, mais on sait très peu de choses de l'homme qu'il était. C'est ça, et quand on suit depuis sa petite enfance jusqu'à la fin de sa vie, à travers les relations qu'il avait avec les uns et les autres, on découvre un personnage qui est parfois un peu différent de celui auquel on s'attendait. Au fil des pages, vous dévoilez un Pasteur quand même assez étonnant, carriériste, très dur à l'égard de ses assistants, à la limite du tyran. Là, on est quand même bien loin de cette image de saint laïque de Pasteur. C'est vrai, mais en même temps, il était dur avec lui-même. Donc, ce qui s'imposait à lui, il l'imposait aux autres. C'est vrai aussi qu'il était d'une ambition farouche. À vrai dire, les découvertes qu'il a faites le permettaient aussi. Mais en même temps, c'est un personnage qui n'est pas aussi simple et stéréotypé qu'on a l'habitude de penser. Alors justement, là, nous sommes en train de parler du travail, de l'œuvre de Pasteur. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces polémiques autour de lui qui remettent un petit peu en cause son travail, certaines publications l'accusent d'avoir eu des intérêts financiers dans le vaccin contre la rage. Non, je ne crois pas qu'il ait eu des intérêts financiers à proprement parler.
Qu'il ait à un moment donné pensé que la science avait besoin d'argent pour être réalisée, c'est sûr. Lui-même était quelqu'un qui vivait de manière extrêmement modeste. C'était pas quelqu'un qui était attiré personnellement par l'argent. Et qu'il ait compris qu'effectivement rien ne se faisait en matière de science sans qu'on ait un minimum d'argent pour pouvoir effectuer des expériences, c'est vrai. Donc il a su lever des fonds, si je puis dire, et intéresser à une série de mécènes aux recherches qu'il entreprenait. Est-ce que votre regard a changé sur Pasteur depuis que vous avez écrit cette biographie? Alors il y a le regard sur l'homme et le regard sur les découvertes. Le regard sur l'homme, bien sûr, et surtout sur les découvertes. Vous savez, pour moi, là, peut-être une des découvertes les plus importantes de Pasteur est celle-ci. Regardez vos mains et vous apercevrez que si vous les mettez et si nous avions un miroir à notre disposition, elles ne sont pas ce qu'on appelle symétriques. C'est-à-dire que le reflet de l'une ne donne pas exactement l'image de l'autre. Ceci est une première découverte biochimique qu'il a fait en montrant que les corps avaient des formes et pouvaient être donc asymétriques, un peu à l'image de cette main très particulière. Et le point le plus particulier, qui continue d'ailleurs moi de m'intriguer énormément, est de démontrer ce qu'il a vu par la suite, que toutes les molécules du vivant, celles des plantes, celles de l'homme, celles de l'animal, sont asymétriques, à l'image de ce que je viens de vous dire, celles de vos mains. Et que par contre, toutes les molécules, au contraire, minérales, sont symétriques. Et qu'il y a donc une différence essentielle entre la vie et le non-vivant, entre la vie et la mort peut-être, c'est cette notion d'asymétrie. Et cette découverte qui était faite à l'échelle moléculaire à l'époque s'est retrouvée aujourd'hui au niveau des atomes et continue d'intégrer encore toute la science et peut-être même aussi les philosophes. Pourquoi la vie a-t-elle besoin d'être asymétrique? On reste encore sur cette question. L'Institut Pasteur aujourd'hui, c'est 30 centres implantés aux 4 coins de la planète et près de 9000 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui y travaillent chaque jour. Depuis 120 ans, l'Institut exerce ses 3 grandes missions, recherche, santé publique et enseignement. L'héritage de Pasteur, c'est ici, dans ce temple de la science, qu'il est sans doute le plus vivace. Alice Dautry, nous sommes dans l'un des nombreux laboratoires de l'Institut Pasteur. Alors sur quoi est-ce que l'on travaille ici ? Ici, on travaille sur le virus du sida et plus particulièrement, on s'intéresse à la manière dont le virus passe d'une cellule à une autre. La recherche a beaucoup évolué depuis l'époque de Pasteur, l'Institut également. Est-ce qu'il reste quelque chose de l'esprit pasteurien ? Oui, bien sûr, il reste des choses très importantes de l'esprit pasteurien, en particulier le fait qu'à l'Institut Pasteur, on veut toujours traiter les problèmes à la fois du point de vue de la recherche, la plus fondamentale, et puis aller jusqu'aux applications qui peuvent réellement servir aux gens le plus tôt possible. Alors l'Institut Pasteur a été créé à cause de la rage, il faut le rappeler ça. Oui, l'Institut Pasteur a été créé à cause de la rage parce que Pasteur était extrêmement célèbre. À l'époque, il avait vacciné des personnes qui venaient de Russie, qui venaient des États-Unis, vous imaginez, à la fin du 19e siècle. Et donc il était très très connu et il y a eu une levée de fonds internationale pour aider à la construction de l'Institut. Et jusqu'à ce jour, l'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique avec un mécénat qui joue un rôle absolument essentiel puisque sans les donateurs de l'Institut Pasteur, on n'aurait rien fait et on ne ferait rien aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est près de 9000 pasteuriens, autrement dit des chercheurs, des techniciens. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, il y a 9000 personnes en France et dans les instituts du monde entier, puisqu'on a des instituts en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe. Ici, il y a à peu près 2500 personnes qui travaillent et qui travaillent sur des maladies à virus, mais aussi sur des questions de cancer, des problèmes de vieillissement. On a un laboratoire sur les surdités, sur l'autisme, enfin, beaucoup de grands problèmes de santé de l'époque actuelle. Ces recherches sur le cancer, c'est l'avenir de l'Institut Pasteur ? Oui, c'est un des avenirs, mais nous préparons cette année la construction d'un nouveau bâtiment qui sera dédié aux maladies émergentes, c'est-à-dire ces maladies qu'on voit apparaître ou réapparaître. C'était le cas du sida il y a 25 ans, c'était le cas du chikungunya à La Réunion.
C'est la grippe aviaire qui viendrait peut-être un jour. Donc nous voulons pouvoir nous organiser pour réagir le plus vite possible quand il y aura comme ça des nouvelles maladies qu'on ne connaît pas, pour pouvoir trouver des solutions, trouver des traitements, trouver des diagnostics. Donc c'est tout à fait l'esprit de Louis Pasteur. L'esprit de Louis Pasteur, ça a été toujours de répondre aux demandes de la société, de se rendre compte qu'il y avait un problème de santé ou un problème que lui posaient les industriels, et puis d'essayer d'y répondre. Et puis rappelez-vous, c'était essayer de répondre aux éleveurs de moutons qui avaient à l'époque l'anthrax, à ceux qui faisaient des bières et qui avaient des problèmes de fermentation. C'est comme ça qu'il a découvert la microbiologie, la rage évidemment, et puis bien d'autres. Donc c'est ça vraiment l'esprit de Pasteur. Et il est toujours à l'Institut, bien sûr dans une version très différente, puisque nous en sommes à notre 3e siècle, enfin, même si c'est 120 ans, on a fait 3 siècles. Donc l'esprit est le même, et il est traité bien sûr avec les moyens du 21e siècle aujourd'hui.